finalement. Il est là le souci. Et c'est quand on continue à être figé alors que l'événement, il a eu une fin. C'est ça qui crée des dégâts en fait. C'est ça qui façonne et qui impacte nos comportements sur notre vie actuelle. Cette vidéo aujourd'hui, elle est inspirée de nombreuses discussions avec mes amis et mes proches. Elle est inspirée aussi de choses que j'observe beaucoup autour de moi et que j'observe surtout dans ma pratique de thérapeute. Ce sujet-là sur le trauma, c'est un sujet qui est très large et assez complexe, donc je vais donner le plus d'exemples possible. Mais n'hésitez pas à m'écrire par mail, par message personnel par DM ou en commentaire sous cette vidéo s'il y a un point que vous voulez que je précise ou que je clarifie. Je pense qu'on minimise et qu'on normalise énormément de comportements, surtout chez les femmes, alors que ces comportements sont le résultat de stratégies de survie. Dire toujours oui et jamais non. Ne pas se mettre en colère, ne pas se révolter, ne pas s'insurger, endurer sans se plaindre, serrer les dents, rester forte, tout faire soi-même, ne pas répondre à une agression verbale ou même physique, ne pas se défendre, ne pas se faire remarquer, ne pas être trop exubérante, trop voyante, trop expressive, trop bruyante aussi. Même la honte, elle est aussi normalisée, alors que la honte toxique, c'est vraiment le truc le plus destructeur chez les personnes. Pour commencer, on va clarifier un abus de langage. Le trauma, c'est pas l'événement. Le trauma, c'est la trace que cet événement émotionnellement intense a laissé à l'intérieur du corps. Cette trace, c'est un figement du système interne. C'est un figement qui dure plus longtemps que ce qui devrait durer normalement. Ok, du coup, c'est quoi le figement? Le figement, c'est une réponse de survie du système nerveux lorsqu'il a senti une menace et qu'il n'avait pas d'autre option de survie comme le combat ou la fuite. On le voit très bien chez les animaux. La chèvre, quand elle a peur et qu'elle se raidit et qu'elle tombe comme ça avec les quatre pieds, les quatre fers en l'air, ou chez les souris, les rongeurs, les proies en général. Donc on va zoomer sur ce mécanisme du figement. Imaginez qu'une souris se balade dans une grange et un chat entre dans la grange et il saute sur la souris. La souris, elle fait clairement pas le poids contre le chat. Donc elle peut pas faire appel à sa stratégie de combat ou de fuite. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il lui reste plus que ça, il lui reste que le figement. Elle va se figer, elle va faire la morte. En apparence, le figement, c'est faire le mort. Mais à l'intérieur, c'est une énorme quantité d'énergie, quelque chose d'astronomique qui contient l'élan vital. Voilà. Imaginez que vous êtes une souris dans les griffes du chat, il faut absolument pas que vous bougiez parce que sinon vous êtes morte en fait. Donc le figement, c'est pas quelque chose de mou et passif. C'est au contraire, c'est cet état de mort, mais encapsulé par quelque chose de très 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 actif finalement, par une énergie qui est incommensurable. Et tout ça, c'est instinctif évidemment, parce qu'il faut que ça soit extrêmement rapide. On revient à la scène de la grange. La souris fait la morte. Le chat s'en désintéresse, il sort de la grange, il s'en va. Après un petit temps, la souris, elle voit qu'il n'y a plus de chat dans la grange, donc elle sort de son état, elle se redresse et elle va soit avoir des tremblements complètement erratiques, soit elle va courir dans tous les sens, de façon assez aléatoire, elle va défiger, elle va décharger son énergie de figement. Et dès qu'elle a déchargé son énergie de figement, elle va reprendre sa vie normale de souris. Okay, elle aura complété son cycle de survie. Comme dit Peter Levine, elle aura achevé sa réponse de survie, elle aura complété son processus. Voilà, retenez bien ce concept. Je vais vous mettre l'accent là-dessus. Le figement, c'est une réponse qui est totalement normale. Quand quelqu'un nous parle avec agressivité ou hausse le ton ou qu'on se sent menacé, je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Quand on se sent menacé, qu'on perd l'usage de notre voix, qu'on n'arrive plus à parler, qu'on n'a plus les mots, qu'on sent que le sol il se dérobe sous nos pieds, qu'on se sent même rétrécir, ça c'est la réponse physiologique du figement. C'est naturel. Il n'y a pas à se sentir comme une moins que rien, pour rester poli ici, si on a réagi comme ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le système, il s'est senti tellement menacé qu'il a déclenché cet état de figement. D'accord? Maintenant, là où ça pose problème, c'est quand cette réponse de survie de figement, elle débarque dans des situations qui sont pas forcément appropriées, ou même pas du tout appropriées, et quand ce figement à l'intérieur, cette énergie de figement, elle reste et elle dure beaucoup plus longtemps après que la situation se soit terminée, finalement. Il est là le souci.
Et c'est quand on continue à être figé alors que l'événement, il a eu une fin. C'est ça qui crée des dégâts, en fait. C'est ça qui façonne et qui impacte nos comportements sur notre vie actuelle. Pas toutes les personnes vont être traumatisées par un même événement. Deux personnes qui ont eu un accident de voiture, par exemple, vont pas du tout être traumatisées de la même manière, ou l'une ne va pas garder ce traumatisme. Il y en a une qui va peut-être reprendre la conduite plutôt normalement ou plutôt facilement et rapidement, et l'autre qui va plus jamais retoucher un volant. Donc il y en a une qui aura conservé son énergie de figement et l'autre, elle aura repris sa vie, elle aura complété son cycle de survie. C'est pour ça que le trauma, ça désigne pas l'événement, ça désigne la trace que ça laisse en chacun de nous, de façon individuelle. Je mets aussi l'accent sur quelque chose, c'est que la façon dont on réagit à un événement traumatique n'a pas à être jugée. C'est quelque chose d'individuel. C'est pas parce que quelqu'un a eu cet accident de voiture et que lui ou elle a réussi à passer à autre chose, à reprendre sa vie de façon normale, et que l'autre personne non, c'est pas parce que celle-là est faible et que l'autre est forte. Voilà, et on enlève cette couche de jugement là-dessus. On répond tous de façon très très différente face aux événements qui sont intenses. Alors, pourquoi on ne fait pas comme la souris? Pourquoi on ne passe pas à autre chose? Pourquoi on garde en fait cette énergie de figement? Parce que nous, les humains, on a un cerveau qui est pensant et on a un imaginaire qui nous permet de voyager dans le passé et dans le futur. Donc c'est un outil qui est extraordinaire, hein. Ça nous permet de raconter les histoires de nos grands-parents à nos enfants, ou ça nous permet aussi de nous projeter dans notre future maison, d'aménager notre cuisine, voilà. Mais ça nous fait aussi ressasser le passé en boucle ou élaborer des scénarios catastrophes. La souris, elle, lorsque le chat n'est plus là, elle retourne sans problème dans la grange. Elle ne se dit pas « et si le chat était encore là? Et s'il y avait un autre chat et que lui aussi m'attaquait? Et s'il y avait un autre chat dans le jardin? Et si tous les chats, ils allaient m'attaquer ?» La souris, elle n'est pas traumatisée alors qu'elle a une vie quand même qui est beaucoup plus dangereuse que nous, les humains. Nous, d'une part, on va projeter des scénarios catastrophes basés sur notre vécu et du coup, on va rester en vigilance constante. Et d'autre part, on a perdu notre capacité instinctive de décharger notre énergie de figement, donc de nous défiger. Vous vous rappelez, donc cette énergie de figement, c'est cette énergie énorme qui contient l'élan vital et qui permet de faire le mort tant que la menace n'est pas encore partie. Ok? Quand on garde cette énergie de figement, ce qui fait qu'on a des traumas, c'est qu'on n'a pas déchargé cette énergie de figement, on n'a pas complété notre cycle de survie. Quand on complète pas ce cycle de survie, ben on peut pas intégrer l'expérience et on peut pas du coup la stocker dans le passé. Elle reste là en fait, elle reste latente. C'est ça l'hypervigilance constante aussi, c'est d'utiliser l'expérience passée non intégrée et de la voir en toile de fond sur tout ce qui se passe dans le moment présent. Voilà, c'est comme si vous vous baladiez avec des lunettes un peu filtrées et qu'il y avait un autre film il y avait le film du passé en fait qui se projetait sur le présent. Et c'est tout le travail qu'on fait en psychocorporel d'ailleurs. On réapprend à sortir de l'hypervigilance pour se sentir à nouveau en sécurité et on apprend aussi à décharger cette énergie de figement. On apprend à se défiger et à compléter ce processus de survie pour pouvoir intégrer nos expériences et qu'elles se stockent en archive comme ça. Pour prendre une autre analogie de comment le trauma façonne nos comportements, imaginez qu'à chaque événement difficile non digéré, c'est comme si l'énergie de survie et de figement, c'était un petit caillou, c'était un caillou, petit ou gros, que vous récupérez et que vous mettez dans vos poches. Chaque événement non digéré, chaque événement difficile et non digéré, c'est un caillou que vous ramassez et que vous mettez dans la poche. Plus l'événement il a été intense, plus le caillou est gros. Plus l'événement il s'est passé tôt dans notre enfance, plus le caillou est gros. Plus il y a eu répétition d'événements dans l'enfance ou dans la vie, plus les cailloux sont gros et ils sont nombreux. Et si on décharge pas donc nos poches, vous imaginez, nos poches, elles sont remplies de cailloux. Si on n'a pas fait ce processus de défigement, si on n'a pas déchargé l'énergie de figement, donc si on n'a pas relâché en fait tous ces cailloux, nos poches, elles sont pleines. Donc imaginez, vos mouvements, ils sont limités, c'est lourd.
C'est lourd d'avoir les poches qui sont pleines, d'avoir le sac à dos qui est plein de cailloux, d'en avoir plein les mains, d'en avoir plein les poches de derrière, les poches de devant, les poches, si on a une chemise, on est dans les poches ici, les coutures, elles craquent, on ne peut plus courir, on ne peut plus sauter, enfin, on se sent lourd en fait. C'est ça que ça fait sur le corps et c'est ça que ça induit sur nos comportements parce qu'on ne peut plus vivre en expansion, en liberté, en confiance parce qu'on a ces blocs durs qui sont pesants et qui empêchent nos mouvements. Bon, c'est un peu bizarre comme analogie, mais j'espère que vous me suivez. Donc voilà, encore une fois, c'est un sujet qui est un peu complexe et qui est très très vaste. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir vraiment de vous y répondre et de clarifier tout ça. Je vais vous donner 2 exemples de comment le trauma façonne nos comportements. Par exemple, si dans le passé on a été humilié en public sur les vêtements qu'on portait, par exemple, sur notre coupe de cheveux ou une apparence physique, on va dans notre vie actuelle avoir beaucoup plus de difficultés à s'exprimer vestimentairement, par exemple, à porter quelque chose qui nous met en valeur et qui nous plaît. On va avoir tendance à se cacher, à apporter des couleurs ternes, une coupe qui passe partout. On va essayer de se diminuer en fait. On va essayer de ne surtout pas être visible parce que cette blessure-là, encore une fois, elle est en toile de fond de notre vie actuelle. On ne veut surtout pas attirer l'attention, pas être trop voyante, pas se faire remarquer. Un autre exemple, si quand on était enfant, on n'avait pas du tout le droit de dire non, pas du tout le droit de se mettre en colère, ou quand on le faisait, on se faisait monumentalement engueuler et punir, ben, c'est assez évident de voir le lien et en fait de voir à quel point aujourd'hui on peut avoir des difficultés à dire non, on peut avoir des difficultés à exprimer un besoin qui peut être contraire à celui de la personne. On n'ose pas protester, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas refuser quelque chose. Voilà, je m'étalerai pas sur ce que j'en pense de l'éducation qu'on a reçue dans les générations précédentes. Mais on en paye quand même pas mal les pots cassés aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma petite touche perso. Alors, c'est assez facile de savoir si on est concerné, de savoir si on en a en fait de l'énergie de figement qui est stockée à l'intérieur, si on a des traumas. Quand vous faites une action ou un comportement, recentrez-vous sur votre corps. Si vous sentez une expansion, une liberté de mouvement, revenez sur l'analogie avec les cailloux en fait. Si vous sentez que vous pouvez faire ce comportement ou cette action de façon voilà, libre de vos mouvements, libre de votre expression, libre en confiance, de façon solide, ancrée, ou alors si vous sentez qu'en faisant cette action ou ce comportement, vous vous sentez ben, contraint, contrit, étriqué, comme si vous rentriez dans un moule ou un jean qui est trop serré, un moule qui est trop petit. Voilà, on sent l'énergie de figement, on le sent dans le corps, ça fait une contraction, ça fait un truc petit, ça veut dire que voilà, on se tasser, on va se ramasser sur soi-même. Ça fait vraiment ça l'énergie de figement. Vous voyez je crois que c'est les cloportes. Les cloportes, quand vous les touchez avec un petit bâton là, ils se recourbent sur elles-mêmes. Bah voilà, imaginez, ça fait vraiment ça à l'intérieur du corps, ça fait clac, on revient, les escargots, c'est pareil, paf, on revient dans la coquille. La question à se poser, c'est est-ce que je me sens grande? Est-ce que je me sens, vous l'avez compris, est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens ah, voilà. Ou est-ce que je me sens plutôt petite, plutôt diminuée, plutôt étriquée? Je vous l'accorde, il y a tellement de choses qui sont inconscientes, il y a des choses qui sont quand même profondément inconscientes que parfois on ne fait pas tout de suite le rapprochement entre un événement ou plusieurs événements passés et nos comportements qui sont au présent. Mais encore une fois, c'est tout le travail un petit peu d'enquête et de recherche qu'on fait ensemble en séance et en thérapie psychocorporelle. Ça vient au fur et à mesure de s'observer. C'est déjà quelque chose que vous pouvez faire, c'est de prendre de la distance sur vos comportements et vous observer. Prenez du recul sur vos comportements. Posez-vous la question de si vous vous sentez petit ou si vous vous sentez en expansion. Grand ou petit en fait, tout simplement. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait quand même énormément d'informations. Je vous retrouve dans la partie 2 où on va vraiment explorer la partie la plus intéressante finalement. Hein. Comment on se libère de nos traumas pour vivre une vie qui nous ressemble, la vie qu'on désire vraiment et pour être pleinement qui on a envie d'être. Je vous dis à bientôt.